suis Philippe Lamberts, député européen écolo, et donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour la, je ne sais pas quantième fois, dans cet auditoire H2215, où nous avons déjà accueilli notamment Tim Jackson, Martin Elvig, Anna Tadmati et tant d'autres. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour parler inégalité. Voilà un sujet qui semble revenir en tout cas à l'agenda, et je suis frappé d'entendre une organisation comme l'OCDE, vous savez, le club des pays les plus riches, qui il y a quelques années s'est fendu, en fait il y a 1 an et demi, je crois 2 ans, s'est fendu d'un rapport choc sur l'état des inégalités au sein des pays de l'OCDE et dans le monde en général. Alors c'est évidemment frappant parce que l'OCDE a été le véhicule de la pensée néolibérale pendant des décennies, pensée néolibérale qui a produit les inégalités. Alors il est heureux qu'à un moment il soit frappé par la grâce et qu'il se réveille. Alors on aurait pu penser que c'était une illumination passagère, mais nous avons reçu ce matin Angel Gurria, qui est le secrétaire général de l'OCDE au Parlement européen, donc il vient nous voir maintenant 1 fois par an, et à nouveau, il a tapé sur le clou des inégalités. Ils ont publié donc une mise à jour du rapport d'il y a 2 ans et qui montre que depuis le début de la crise, évidemment, et je vous le montrerai, les inégalités ont explosé. Pour parler de cela avec nous, dans cette conférence que nous co-organisons entre le groupe des Verts au Parlement européen et Etopia, nous accueillons Richard Wilkinson. Alors, Richard Wilkinson, j'ai fait sa connaissance en lisant un article, bêtement. C'était dans la version internationale du New York Times, et je me rappelle, c'était une page en haut à droite, un article sur la question des inégalités. Et en fait, c'était la revue du bouquin que Richard Wilkinson a publié, c'est déjà quoi, en 2009, avec Kate Pickett, et dont évidemment il va mieux vous parler que moi, mais qui montrait que finalement, il y avait une forme de relation entre le degré d'égalité d'une société et sa performance sur toutes ces choses que nous prenons pour les paramètres du bien-être. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, et donc j'ai acheté le bouquin. Je me rappelle qu'on en a parlé avec Christophe de Rennes assez vite et avec mon équipe, et on s'est dit, ça fait donc depuis cette époque-là qu'on se dit, sapristi, il faudrait qu'il existe une version française, et donc nous sommes mis en cheville Etopia, les éditions des Petits Matins, l'Institut Veblen, pour faire enfin traduire ce bouquin. Alors je suis un peu désolé parce que ça a mis du temps, il a été traduit dans bien d'autres langues avant d'être traduit en français, mais c'est enfin le cas. Et c'est évidemment important parce que, vous savez, un des présupposés qui, la plupart du temps, n'est pas exprimé de la pensée unique, c'est cette idée que rendez les riches plus riches, car finalement, c'est eux qui investissent, c'est eux qui créent la prospérité, et donc, c'est en les enrichissant que, par l'effet dit du ruissellement, leurs richesses, leurs initiatives vont ruisseler sur toute la société. Autrement dit, rendre les riches plus riches parce qu'à la fin, tout le monde en profite. Ça, c'est un des grands non-dits de la pensée unique, mais c'est ce qui fait que parler d'une réforme fiscale qui soit plus, plutôt que moins, redistributive, parler comme Thomas Piketty le fait d'un impôt sur le patrimoine est évidemment encore aujourd'hui un tabou qui est inébranlable, parce que ce sont les riches qui créent la prospérité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est non pas que Richard Wilkinson fait la démonstration inverse, mais c'est qu'il montre en tout cas au moins une chose, c'est que ce mythe de l'effet ruissellement, en tout cas, on n'a pas encore vu le début du commencement, du quart de la moitié, de l'espoir, du début d'une démonstration pratique. Ça serait plutôt l'inverse qu'on observe. Et donc, je voudrais juste, avant qu'on commence, je ne sais pas si ceci fonctionne, vous rappelez que, bon, ça c'est mon slide favori, vous l'avez déjà vu pour certains d'entre vous au moins 10 000 fois, ça c'est les enjeux de ce siècle. Les enjeux d'une planète qui est notre vaisseau spatial, qui est étroit, sur lequel nous allons cohabiter à 10 ou 11 milliards, et qui est menacé par 2 bombes à retardement, dont nous allons plus traiter d'une ce soir. La bombe à retardement à laquelle on nous associe d'habitude, c'est celle de notre empreinte écologique, mais également la bombe à retardement des inégalités. Et la thèse qui est la nôtre, c'est que l'une comme l'autre menace l'existence même de nos sociétés. Et donc nous avons parlé plutôt de la question des inégalités, et donc je vais prendre un de ces slides de l'OCDE. Alors j'aime bien me balader, mais je n'ai pas de micro-baladeur. Qu'est-ce que ce tableau vous montre? Il vous montre l'évolution des inégalités pendant une période de croissance.
Ce sont donc les 30 ans qui séparent 1985 de la crise financière. Non, c'est pas 30 ans, oui, c'est un peu moins que 30 ans quand même, que je ne dis pas de bêtises, oui, ça serait plutôt 23 ans. Mais donc pendant un quart de siècle, nous avons connu un taux de croissance moyen dans les pays développés de l'ordre de 2%. Et ce qu'on mesure ici sur le tableau, c'est l'évolution du coefficient de Gini. Alors, le coefficient de Gini, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est relativement simple, ça mesure l'inégalité de revenus. Et donc l'inégalité avec un coefficient à 0, lorsque tout le monde gagne exactement la même chose, et à 1, quand une personne gagne tous les revenus et toutes les autres ne gagnent rien du tout. Donc on passe de 0, égalité parfaite, à 1, inégalité parfaite. Et ce qu'on voit, c'est le petit tiret gris est la situation en 1985, la petite pointe bleue est la situation en 2008. Donc, juste à la veille de la crise financière. Et qu'observe-t-on? C'est que dans tous les pays développés, à 3 exceptions ici, dont la Belgique, donc je vois que Marie Arena est là, elle pourra nous dire c'est grâce à nous qui sommes le bouclier des faibles, dans tous les pays de l'OCDE, eh bien, les inégalités ont augmenté. Et on va se dire, mais regardez le champion là, vous voyez, la Suède. La Suède était la championne de l'égalité. Et vous vous rappelez, avant l'été, les émeutes à Stockholm, c'est à ce moment-là que les médias ont dit, figurez-vous, la Suède, c'est le pays où les inégalités ont le plus fortement augmenté ces dernières années. Et en effet, c'est en Suède que les inégalités ont augmenté le plus fort. Ce qui est intéressant, c'est, comme je vous le disais, c'est 23 ans de croissance à 2% l'an. Et donc, encore un autre mythe qu'on entretient, vous savez, pour pouvoir réduire les inégalités, il faut de la croissance. Et on se base là-dessus sur les 30 glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, où en effet les inégalités ont été réduites considérablement, mais principalement parce qu'on avait connu, d'une part, un conflit mondial qui avait tout détruit, et donc y compris les patrimoines, et la mise en place d'une sécurité sociale généralisée et d'une fiscalité beaucoup plus redistributive qu'elle n'est aujourd'hui. Mais donc, ceci aurait dû déjà nous alerter. Et ça, c'est l'update que l'OCDE a publié ces derniers jours en montrant l'évolution de ce coefficient Gini, donc en prenant comme point zéro justement la situation en 2007, donc un an avant la fin du graphe précédent, et la situation en 2010, dernière donnée disponible. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près partout, les inégalités de revenus ont augmenté. Et comme par hasard, ne soyez pas étonnés évidemment, qui retrouve-t-on ici? L'Irlande, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, des pays bien connus pour les politiques que nous pratiquons, qui sont pratiquées là au nom de la discipline budgétaire européenne. Donc ce qu'on pressentait, c'est que, ce dont on ne se doutait pas, c'est que les 23 ans de croissance qu'on a connus de 85 à 2008, c'était accompagné d'une augmentation d'inégalités, et ce sont les années de la révolution néolibérale. Je veux dire, c'est principalement ça, c'est un choix qui a été fait par nos sociétés, et on pressentait évidemment bien que, à l'arrivée de la crise financière, les choses s'aggraveraient, et donc c'est malheureusement bien le cas. Ceci vous donne juste, et ça c'est le résultat un peu des travaux de Thomas Piketty, mais aussi sur base de chiffres de l'OCDE, ça vous donne un peu l'image de l'évolution des inégalités mesurée avec un autre indicateur, c'est-à-dire la part du magot, ou des revenus, d'accord, que les 10% les plus riches prennent. Et donc, ce qu'on voit, retenez principalement la forme de la courbe et les ordres de grandeur. Vous voyez que jusqu'à la crise de 29, il se taille selon donc c'est pour 4 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, il se taille entre, un petit 40 et un petit 50% des revenus, donc les 10% les plus riches. Et puis, la crise, suivie surtout par la Deuxième Guerre mondiale, voit une réduction colossale des inégalités. Et vous voyez qu'à partir de 80, c'est pas difficile, Thatcher-Reagan, un changement vraiment de soubassement idéologique. Donc on a vécu dans le consensus, je vais dire, de l'économie sociale de marché portée tant par la social-démocratie que par la démocratie chrétienne dans les 30 glorieuses. On a tourné la page de cela pour adopter le modèle néolibéral, réduisez l'État, libérez les forces créatives du marché, comme ils disent, et vous allez voir ce que vous allez voir. L'économie va se porter beaucoup mieux. En réalité, c'est surtout les revenus des 10% les plus riches qui se portent nettement mieux, avec une petite différence entre les deux anglo-saxons au-dessus et les autres qui ont adopté les recettes néolibérales avec moins d'enthousiasme et de manière un peu plus tardive. Alors, ça c'est un slide que je veux montrer brièvement
pour montrer l'évolution d'un autre indicateur qui est le nombre de personnes en risque de pauvreté et d'exclusion sociale. À nouveau, nous avons des définitions pour cela qui sont adoptées par Eurostat, donc l'Office européen de statistique. Et la seule ligne que je vous demande de regarder, c'est l'Allemagne, donc qui est à peu près la 7e ou la 8e. Et vous voyez qu'en 2005, il y avait 18,4% des Allemands qui se trouvaient en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et un gouvernement, Marie, désolé, mais c'était vous et nous, c'était les rouges et les verts, ont décidé des fameuses réformes Hartz IV du marché du travail. Et nous avons donc vu le taux de chômage diminuer drastiquement, mais le taux de pauvreté augmenter de 2 points. De 2 points en 2 ans. D'accord ? 2 points en 2 ans. Ça, c'est le prix à payer pour le soi-disant plein emploi allemand. Je rappelle que 20% des travailleurs allemands, et c'est l'Office allemand des statistiques qui le dit, 20% des travailleurs allemands sont pauvres. D'accord ? Ne gagnent pas de quoi vivre décemment. 20% dans l'économie réputée la plus avancée de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, on est en Europe dans une situation où un Européen sur 4, est en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Ou les deux, évidemment. Et le dernier slide que je vais vous montrer, il parle du patrimoine. Donc ce n'est pas les flux, c'est les stocks. Donc ici, on s'intéresse à la possession des Européens. Je n'ai pas mis le chiffre total du stock de richesse des Européens, et donc c'est l'occasion de vous poser la question. À combien s'élève le patrimoine collectif des 500 millions d'Européens ? Un chiffre. Une idée. Allez, Didier. Beaucoup. Qui dit mieux ? Beaucoup. Beaucoup au cube ? Je ne sais pas. 60 000 milliards d'euros. C'est la valeur du patrimoine, au prix de marché évidemment, donc les marchés peuvent parfois exagérer un peu, mais 60 000 milliards d'euros, c'est le patrimoine collectif des Européens. Ce qui nous rappelle donc que nous vivons sur un continent riche, pas un continent pauvre. Je veux dire, on peut comparer au patrimoine du Mali, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comment se répartit ce patrimoine ? Bien, vous avez ici la part de la population, c'est écrit en grand, et la part du patrimoine. Donc j'ai tout ramené à 100. Et donc on va commencer par les 1%, dont on parle de temps en temps dans la presse, entre nous, dans les conversations. Les 1%, c'est la petite barre bleu foncé, tout en haut. Vous la voyez ? Ça va ? Et donc les 1% se partagent 25% du patrimoine. C'est un chiffre facile à retenir, 1, 25. Si vous rajoutez les 9 suivants, les 9% les plus riches suivants, vous rajoutez encore une tranche de 35, de sorte que les 10% les plus riches se partagent donc 60%, 36 000 milliards d'euros. Le micro est idéologiquement orienté, il ne veut pas répéter les chiffres. Et donc, si vous rajoutez les 40% les plus riches suivants, ils se partagent encore une tranche de 35% du patrimoine, ce qui laisse donc aux 50% les moins bien lotis l'énorme paquet de 5% du total. D'accord ? Ça, ce sont les inégalités de patrimoine en Europe. Et donc, j'ai voulu vous montrer ces slides pour vous montrer l'ampleur du problème. Et donc, bien sûr, on peut vouloir faire quelque chose à la question des inégalités parce qu'on estime qu'éthiquement c'est intolérable, parce que, je rappelle quand même l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui nous rappelle que nous sommes tous nés égaux en droit et en dignité. Enfin, ça nous le rappelle. Et donc là, on est assez loin de l'égalité. Donc évidemment, on peut se lancer dans la quête de l'égalité pour des raisons éthiques, et je pense que c'est un moteur qui est puissant. Ce que Richard va nous montrer, c'est qu'il y a d'autres raisons qui devraient nous inciter, y compris ceux qui se complaisent d'habitude dans l'idée que l'inégalité, finalement, c'est pas mal, parce que ça met un peu de compétition, comme ça les gens vont un peu innover. Ce que Richard va nous raconter montre qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles la question de l'inégalité doit devenir une question centrale du débat politique. Et je me réjouis en tout cas que nous aurons l'an prochain des élections générales en Belgique, entre le régional, le fédéral et l'européen. Ça sera pour nous l'occasion de poser la question de l'égalité au milieu du débat. Et donc, without further ado, Richard, your turn now. You want to stand or? I got. You got everything.